Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on va s'intéresser aux matières premières avec un des papes des analystes, c'est Benjamin Louvet. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Fabrice. Directeur de gestion matières premières chez Ophi Invest AM. Alors j'imagine Benjamin que vous devez être sursollicité depuis le début de la semaine avec tout ce qui se passe du côté du Moyen-Orient et notamment on démarre avec bien sûr l'or noir, le pétrole qui a flambé. Où en est-on aujourd'hui? Je sais que vous êtes long sur l'or, vous nous le dites depuis des années, on va en manquer. Là c'est pour un conflit, c'est ce blocage du détroit d'Ormuz qui déclenche en fait cette fièvre aujourd'hui sur le pétrole. Oui Fabrice, on peut parler du pétrole, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que on focalise beaucoup sur le pétrole qui a monté, mais finalement la hausse est relativement contenue puisque compte tenu de l'ampleur des frappes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, on aurait pu peut-être s'attendre à davantage, et en particulier du fait que le détroit d'Ormuz effectivement soit de facto bloqué aujourd'hui, on aurait pu s'attendre à une hausse bien plus forte que ça. Le pétrole, néanmoins, reste pour l'instant contenu parce que on est dans un contexte international où la production pétrolière est plutôt bonne, où on a des stockages qui sont assez remplis, notamment des réserves stratégiques dans des grands pays comme les États-Unis, comme la Chine, qui sont assez importants. Et donc, dans l'hypothèse d'un conflit qui ne durerait pas trop longtemps ou d'une situation où on arriverait à rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz, eh bien, le marché, pour l'instant, reste prudent. C'est surtout aussi, je pense, Fabrice, le fait que Donald Trump et son gouvernement aient mentionné le fait qu'ils allaient mettre en place des mesures pour essayer de limiter l'impact sur le consommateur américain de ces hausses de prix, que la hausse, finalement, est relativement contenue parce que le marché ne voudrait pas être pris à revers si le gouvernement américain, par exemple, annonçait justement une libération d'une partie des stocks stratégiques pour bien approvisionner le marché. Mais ceci peut fonctionner sur une période assez courte. Et historiquement, ce qu'on remarque, c'est que à chaque fois que le gouvernement américain a utilisé les stocks stratégiques, dans un premier temps, ça a bel et bien fait baisser les prix du marché. Mais derrière, le message envoyé est relativement négatif. Et derrière, les prix ont eu plutôt tendance à remonter. Donc, il va falloir utiliser cette arme avec parcimonie. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'hier, Donald Trump a fait des déclarations allant dans le sens d'essayer de rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz, soit en mettant en place des assurances pour les bateaux. Mais pour l'instant, les marines internationales ne semblent pas être totalement convaincues par cette solution. Ou alors, l'organisation, comme ça avait pu être le cas pendant les années 80 lors du conflit entre l'Iran et l'Irak, l'organisation de convois maritimes qui seraient escortés par des forces armées. L'enjeu est essentiel, Fabrice, puisque aujourd'hui, le détroit d'Ormuz, c'est à peu près 20% du pétrole mondial qui circule par ce détroit. Il y a des possibilités de contournement. L'Arabie saoudite en a évoqué une hier, notamment en évoquant la possibilité d'utiliser un pipeline qui part de Dhahran sur la côte est, donc côté Golfe Persique, et qui va jusqu'à la côte ouest de l'Arabie saoudite, et a proposé à certains de charger du pétrole sur la mer Rouge. Cette solution serait partielle, elle permettrait tout de même d'exporter à peu près 5 millions de barils par jour, mais elle serait aussi sujette à des risques, puisque un pipeline qui traverse le désert, eh bien, ça peut être frappé notamment par un drone, et donc ce n'est pas une solution parfaite. La meilleure solution serait qu'on arrive à assurer la réouverture de ce détroit, sachant que si on n'arrive pas à le faire relativement rapidement, on va très vite rentrer dans une situation difficile parce que sur place, autour de ce golfe Persique, eh bien, les capacités à stocker du pétrole commencent à manquer. L'Irak a annoncé hier qu'elle est obligée de couper une part importante de sa production, à peu près 1 200 000 barils par jour, qu'elle est obligée d'arrêter cette production, et que si le blocage du détroit durait encore quelques jours, elle devrait couper 3 millions de barils par jour de production. Ouais. Couper une production est quelque chose qui prend un peu de temps, et la remettre en route prend du temps également. Il faudra ensuite arriver à rattraper tout le retard pris dans les chargements et dans le transport, et donc on pourrait avoir un impact sur le marché du pétrole qui pourrait durer. Donc sans solution rapide, eh bien on va se retrouver avec des prix du pétrole qui pourraient monter beaucoup plus. C'est tout l'enjeu aujourd'hui pour les États-Unis, en particulier dans une période qui précède de quelques mois les élections de midterm, et on sait que, la population américaine n'est pas très favorable à ces frappes. À peu près 7 Américains sur 10 sont contre les frappes qui ont actuellement lieu sur l'Iran. Et surtout, on sait qu'un prix du pétrole élevé serait une énorme épine dans le pied de Donald Trump
à l'approche de ces midterms. Donc, il doit trouver une solution rapide s'il veut pouvoir garder ses chances lors des prochaines élections. Ouais, toujours sur le même thème, Benjamin, on parle évidemment d'un chiffre rond, hein, les $100 pour le baril, si la situation effectivement s'enquistait. Est-ce que à ce moment-là, on sait très bien qu'à partir du moment où le prix du baril flambe, on a peut-être des champs pétroliers ailleurs, notamment aux États-Unis, qui peuvent redevenir rentables, est-ce qu'on pourrait compenser, notamment du côté des États-Unis, du fracking, des schistes bitumineux ou d'autres types de production? Alors, c'est très compliqué, Fabrice. D'abord, vous le rappeliez, ce sont des entreprises privées. Donc, il faut que cette production de pétrole soit rentable. Le problème, c'est que même si un puits de pétrole de schiste se met en production relativement rapidement, il faut quand même 3 à 4 mois pour lancer cette production. Ensuite, le puits va donner beaucoup de pétrole pendant en grosso modo 18 mois avant de commencer à décliner. Donc, vous avez besoin d'avoir une visibilité sur les prix et sur le rendement que vous allez pouvoir en tirer sur le puits à un horizon assez long. Et vous ne pouvez pas lancer ce type d'investissement aujourd'hui en n'ayant pas de visibilité sur la durée de ce conflit. Parce que si le conflit dure encore quelques jours, voire quelques semaines, vous ne pourrez commencer à produire ce pétrole que dans 3 mois. Donc c'est relativement compliqué d'avoir une réaction rapide autrement que par les stocks stratégiques, que par les stocks flottants, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de stocks flottants, notamment de pétrole russe et de pétrole iranien, qui pourraient être utiles. Et donc les Russes aujourd'hui voient ce qui est en train de se passer comme quelque chose de positif pour eux d'un point de vue revenu financier, parce que si on est obligé à un moment de se passer du pétrole qui provient du détroit d'Ormuz, eh bien, on aura du mal à se passer également du pétrole russe, qui représente quand même 10 millions de barils par jour à peu près de production. Se passer du pétrole du détroit d'Ormuz plus le pétrole russe, ça veut dire qu'on se passe de 30% de l'offre mondiale. Et là, les stocks stratégiques ne suffiraient pas à stabiliser et à calmer le marché. Benjamin, je vous propose de changer complètement de classe d'actifs, quoique aussi une valeur refuge, la valeur refuge par excellence, l'or, l'or qui eh bien, peut-être aurait dû flamber selon certains, mais qui a hier un peu décroché. Alors peut-être certains ont liquidé leur stock d'or après cette grande montée pour faire face à des appels de marge. En tout cas, voilà, est-ce qu'il continue à faire office de valeur refuge? Quels sont les scénarios sur le métal jaune? Alors la première chose, Fabrice, vous le mentionniez, c'est que ce qu'on observe, les investisseurs n'y font pas toujours attention, mais c'est qu'à chaque fois que vous avez une crise, et que cette crise va toucher de façon assez sensible les cœurs de portefeuille, et notamment les marchés actions, ce qui a été le cas hier aux États-Unis et surtout ce qui est le cas depuis 2 jours en Asie, eh bien, vous avez besoin de faire face à des appels de marge et donc vous liquidez ce qui est liquide. Et donc, dans les premiers jours de crise, généralement, on observe plutôt une correction des prix de l'or et des matières premières en général. C'est ce qu'on a observé le premier jour de la crise. Ça s'est un petit peu arrangé aujourd'hui. Ces ventes peuvent durer 2, 3, 4 jours en fonction de l'amplitude de la correction sur les autres marchés. Donc, ce n'est pas complètement inhabituel de voir le prix de l'or corriger comme ça dans les premiers temps d'une crise. La deuxième chose, c'est que cette crise, elle a aussi vocation, et elle a été perçue en tout cas comme telle par les investisseurs, à provoquer un regain d'inflation. Et donc, il y a eu une révision des anticipations de baisse des taux de la part des différents investisseurs. Et on le sait, comme l'or est un actif qui n'a pas de rendement, eh bien, si les taux d'intérêt ont tendance à mieux se tenir, eh bien, c'est désavantageux pour l'or qui présente un coût d'opportunité plus important. Donc, ces facteurs se combinant ont sans doute entraîné la correction qu'on a pu connaître sur l'or depuis maintenant 2 jours. Maintenant, si on regarde sur le long terme, rien n'a changé. Pourquoi l'or monte? L'or monte parce qu'aujourd'hui, il y a des craintes autour de l'endettement mondial et notamment de l'endettement des grosses économies, au premier rang desquelles les États-Unis. Sur ce plan-là, même la situation s'est aggravée puisque Donald Trump a vu la Cour suprême invalider les barrières douanières qu'il avait mis en place et qui constituaient une partie de ses revenus. Et hier, une Cour a rejeté le report des remboursements de ces barrières douanières. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un déficit aux États-Unis qui va sans doute être plus important que prévu, ce qui veut dire que ça va encore aggraver la dette. Et donc, ça pose une vraie question. Première chose. Et puis, au-delà de cette problématique d'endettement, on a une problématique de réallocation qui est en cours. C'est-à-dire qu'avec des actifs cœur de portefeuille, actions et obligations qui sont de plus en plus corrélés ces dernières années, eh bien, il y a la vocation d'aller chercher des actifs de diversification. Et l'or en fait clairement partie, en particulier dans une situation où, en plus de ça, dans les suites de 2022 et de l'attaque par la Russie de l'Ukraine,
et de la décision par les pays occidentaux de confisquer des avoirs russes à l'étranger, eh bien, il y a une perte de confiance dans le dollar comme valeur refuge. Alors, on ne l'observe pas actuellement, mais je ne pense pas que ce soit le statut de valeur refuge qui fasse que le dollar remonte depuis le début de cette crise, mais plutôt le rapatriement d'actifs de la part des acteurs américains aux États-Unis. Donc, il n'y a pas vraiment d'achat de dollars comme valeur refuge, mais il y a de l'achat de dollars parce qu'il y a un certain nombre d'investissements qui avaient été faits à l'étranger, qui sont débouclés et qui sont réenvoyés vers les États-Unis, ce qui nécessite de l'achat de dollars. Oui. Donc, on a une situation de fond sur l'or qui n'a pas changé et qui donc justifie que les cours de l'or, une fois que tout ça se sera un peu stabilisé, puissent repartir à la hausse. Ça veut dire que repartir à la hausse, le scénario, alors c'est vrai qu'on reste sur cette progression de près de 60% en 2025. Les banques centrales sont à la main, vous l'avez dit, pour tout un tas de raisons. Est-ce qu'on a un nouvel objectif? On a frôlé les 5500 dollars en fin janvier. Est-ce qu'il y en a un nouvel objectif sur l'once d'or, Benjamin? Plusieurs personnes, plusieurs banques donnent des objectifs à 6 000 ou au-dessus de 6 000 dollars. Nous, on a arrêté de donner des objectifs en avril de l'année dernière, on l'a expliqué, parce que justement, nous sommes dans un marché de flux. C'est-à-dire que ce sont ces réallocations qui entraînent la hausse du cours de l'or. Donc les fondamentaux ne suffisent pas à expliquer totalement la hausse de l'or actuelle, c'est une logique de flux. Une logique de flux, elle est basée sur un flux d'informations également, sur des nouvelles macroéconomiques, et toute nouvelle économie qui peut venir invalider cette stratégie de transformation et de réallocation peut entraîner des corrections assez sévères. On l'a connu le 30 janvier, par exemple. Donc, on a clairement une trajectoire pour nous à la hausse sur l'or, clairement avec plus de volatilité du fait de cette logique de flux, mais donner un objectif en dur est relativement difficile aujourd'hui. Très bien, en tout cas, on a compris épiphénomène, mais la trajectoire de l'or reste entière et plutôt orientée à la hausse. Merci Benjamin Louvet. Je rappelle que vous êtes directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management. À très bientôt sur notre antenne. Cette édition de Smart Bourse se termine. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous voir, nous revoir, nous réécouter sur toutes les bonnes plateformes de streaming. N'hésitez pas à vous abonner à l'excellent Smart Trade effectué chaque jour par Pauline. Et puis quant à nous, on se retrouve dès demain à 17h en direct pour un nouveau numéro de Smart Bourse. Excellente soirée à tous.